Je suis né en 49. En 1969, j'avais 20 ans. Et 1969 est la date de la mort de Joseph von Sternberg. Et il y a eu un grand intérêt autour de lui. Et donc, j'ai découvert les films de Sternberg au moment où on découvre l'art d'une certaine manière. Donc, il y a donc plus d'une cinquantaine d'années que je suis captivé par l'œuvre de Sternberg. D'un autre côté, je suis écrivain, je suis traducteur, et j'ai beaucoup traduit l'œuvre de Henry James, par exemple. Alors, mon livre qui vient de sortir, que j'ai intitulé « Les démons et les rêves » de Joseph von Sternberg, est une sorte à la fois d'étude critique et de biographie, mélangeant le récit biographique et l'étude critique des films, en faisant le lien direct entre ce que Sternberg a puisé de sa propre vie pour bâtir une œuvre qui est très personnelle, avec le paradoxe qu'il a fait une œuvre très personnelle dans les conditions classiques de Hollywood. Il a commencé à l'âge de 30 ans, en 1925, par faire un film expérimental tout à fait indépendant, avec ses propres économies, qui s'appelle Les Chasseurs de Salut, Salvation Hunters. Et il l'avait fait pour $5,000, alors que le budget d'un film à l'époque était $100,000 au moins. Et c'est un film qui a attiré l'attention de Chaplin. Chaplin l'a distribué. Et du coup, c'est là qu'a commencé la carrière hollywoodienne de Sternberg. Et il a commencé par un coup d'éclat en 1927, qui est Les Nuits de Chicago, qui est le premier grand film de gangster et qui a eu un succès foudroyant qui n'était pas prévu par le studio. Et il a fait une carrière donc dans le muet jusqu'en 1929, et il est passé brillamment au parlant. Quand vous dites brillamment, pourquoi brillamment? Parce que ça ne lui a posé aucun problème. Son premier film parlant est un film de gangster, toujours avec George Bancroft, dont le titre est Thunderbolt, la sommeur, je crois. Et il a tourné avec du son réel, voilà. C'est-à-dire, c'est du son direct capté pendant le tournage, avec on enregistre les acteurs qui parlent, et la musique est une musique réelle, c'est-à-dire qu'il y a un orchestre sur scène à un moment donné après quoi il a bien sûr maîtrisé les pistes sonores avec l'ajout de la musique, l'ajout des bruitages, etc. Il faut préciser que Sternberg est né en 1894, l'année de la naissance du cinéma, parce qu'on dit que le cinéma est né avec les frères Lumière en 95, mais en réalité, il y avait déjà le kinétoscope de Thomas Edison, qui avait fait un petit sketch, ce Thomas Edison qui durait 45 secondes, je crois, dont le titre était « Fun in a Chinese Laundry ». Or, c'est le titre que Sternberg a donné à ses mémoires, « Fun in a Chinese Laundry », mémoires qui sont parues en 1966. Et donc c'est c'est une raillerie de Hollywood. Vous savez, la traduction, c'est farce dans une blanchisserie chinoise. Donc l'idée, c'est que Hollywood était une sorte de farce. Mais il pensait, lui, avait des ambitions artistiques. C'est-à-dire qu'il était passionné de littérature, qu'il était passionné de peinture, et qu'il estimait apporter au cinéma quelque chose qui était un peu extérieur, à ce qui faisait le cinéma commercial. Mais c'est simplement aussi parce que toute sa carrière a été faite de hasard, de compromis et de malentendus, et il a toujours tiré parti d'un obstacle. Il a toujours tiré parti de quelque chose qui, à l'origine, n'aurait paru un obstacle, mais il en a fait un avantage.
les studios étaient un peu comme les ateliers de peinture de la Renaissance, disons. Et là, il n'en parle pas beaucoup, mais il a eu des gens qui l'admiraient et qui ont soutenu sa carrière. Et donc, il a été soutenu de 1927 à 1935 par quelqu'un qui s'appelait Benjamin Schulberg, qui était une sorte de directeur artistique, disons, de la Paramount, et qui l'a laissé faire absolument ce qu'il voulait avec Schulberg. Et puis, catastrophe pour Sternberg, Lubitsch a pris la direction de la Paramount. Et Lubitsch détestait Sternberg et il a évincé Sternberg, mais au fond, Sternberg avait pris les devants parce que c'était la fin de son grande aventure avec Marlène Dietrich, on en dira un mot, et il n'en pouvait plus de Marlène, et il disait maintenant j'arrête de faire des films avec Marlène, et il a terminé par une apothéose, avec La Femme et le Pantin, et voilà, c'est une coïncidence entre son désir d'en finir avec Marlène Dietrich et le fait qu'il a été évincé de la Paramount par ce cinéaste qui passe pour un très grand génie, Lubitsch. Ce n'est pas mon avis. Et c'est devenu européen parce que son dernier film, The Saga of Anatan, qu'il a tourné au Japon, a été en 1953, a été mal accueilli au Japon parce que ce n'est pas la gloire de la civilisation japonaise. Il a été accueilli, ce film, qui est un grand chef-d'œuvre, accueilli avec des ricanements en Angleterre et aux États-Unis, en disant Sternberg n'a plus aucun talent. Et il a été distribué un peu plus tardivement, en 1956, en France. Et il a complètement enthousiasmé le mouvement du jeune cinéma et les critiques des cahiers du cinéma, les critiques de positif. Et ça l'a touché vraiment d'être à ce point accueilli par les intellectuels français, si bien qu'il a refait un peu le montage de son film. Mais bon, être soutenu par les intellectuels français, parisiens, c'était très bien, mais c'était pas eux qui allaient produire d'autres films. C'est-à-dire que Sternberg était un exemple parfait du cinéma d'auteur dans le système hollywoodien. C'était vraiment l'exemple parfait. Ça a permis de reconsidérer son œuvre, mais pas vraiment mais auprès d'un public intellectuel ou de cinéphiles français, qui est une particularité parisienne, à vrai dire. Vraiment. Non, il y a bien sûr des intellectuels du cinéma aux États-Unis, mais c'est vraiment la passion pour le répertoire de cinématographique est quand même une chose très particulière aux Françaises, et d'ailleurs due en grande partie aussi à Henri Langlois. Et Henri Langlois avait été admirateur de Sternberg et avait organisé une grande rétrospective Sternberg déjà en 1962. Et c'est donc à ce moment-là, comme en France on rediffusait les films de Sternberg, que moi je les ai vus en salle en étant quasiment adolescent encore. Et alors la base absolue, c'est bien sûr l'œuvre, les films de Sternberg, bien sûr, et ses mémoires, Fun in a Chinese Laundry, qui en réalité, il avait donné des conférences à l'université de Californie de 59 à 63. Et je pense que son grand livre, qui est un grand livre vraiment, Fun in a Chinese Laundry, qui a été traduit 2 fois en français, la première fois sous le titre de Souvenir d'un monteur d'ombre, et Souvenir d'un monteur d'ombre, est un grand livre. Et j'ai un petit peu mis un ordre chronologique dans ce qu'il raconte, parce que ce sont des conférences, il y a 13 chapitres, je crois, qui sont thématiques, et à partir de son expérience de cinéaste, il évoque des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence. Donc, disons que son livre a été la base pour moi du récit biographique. Il était d'un caractère très épineux,
il disait des choses épouvantables, entre autres sur Lubitsch. C'est pour ça que Lubitsch le détestait, parce qu'à un moment donné, un film que Lubitsch avait fait en quelque chose comme 28-29, avec Emil Jannings, Emil Jannings demande à Sternberg ce qu'il pense du film de Lubitsch, et Sternberg répond en allemand, je ne sais pas prononcer le mot, Scheiße, c'est-à-dire de la merde. Et Jannings est allé le répéter à Lubitsch. Alors évidemment, haine éternelle de Lubitsch à l'égard de Sternberg. Il admirait Erich von Stroheim, voilà. Il avait admiré Erich von Stroheim. Il disait assez de bien de Murnau. Il dit Murnau, c'est pas mal. Murnau, c'est pas mal. Et après quoi, il a connu Eisenstein. C'est une histoire très intéressante parce que Eisenstein était venu à Hollywood au début des années 30 pour étudier la technique sonore. Il était déjà admiré, hein. Il avait fait au Potemkin, était déjà admiré aux États-Unis. Et puis les États-Unis n'étaient pas du tout anticommunistes à l'époque. Et il y avait un projet pour Eisenstein qui était de faire An American Tragedy, la tragédie américaine. Et Eisenstein a fait son scénario qui a déplu à la Paramount parce que c'était trop social et socialiste, et le film a été confié à Sternberg, qui a tourné donc en 1931 An American Tragedy, qui est un film mineur mais qui est une merveille. Si mes films ont eu de l'influence, j'en suis heureux, mais ils ont été souvent plagiés, et ça m'a pas fait plaisir. Plagié entre autres par Howard Hawks, parce que tout le monde connaît Scarface, qui est de Howard Hawks, qui est de 33, je crois, ou 34, et qui est un film très brillant. Mais si Scarface existe, c'est parce qu'avant, il y avait eu Les Nuits de Chicago. Et on a oublié Les Nuits de Chicago, et j'étais assez d'accord quand Jean-Luc Godard disait que Les Nuits de Chicago étaient très supérieurs à Scarface. Scarface est un film brillant, ultra brillant, mais le problème n'est pas là. Le problème est d'un point de vue moral. C'est-à-dire que Sternberg prend le parti du marginal. Tandis que dans Scarface, c'est une femme moralisatrice, comme quoi la crapule finit à l'échafaud et que la vertu américaine finit par triompher. Et ça, c'est pas du tout dans l'esprit de Sternberg, ce qui fait que Sternberg est très admiré, et moi-même je l'admire pour sa magie visuelle, mais c'est peut-être, c'est peut-être sa position morale qui m'attire le plus en lui. C'est-à-dire prendre le parti des victimes. C'est une chose étonnante parce que ce qui s'est passé, c'est que Sternberg et Lubitsch avaient tourné des films muets avec Emil Jannings. Puis Lubitsch a fait un film parlant avec Jannings. L'accent de Jannings était tellement épouvantable que c'était pas possible. Donc ils ont décidé de faire le premier grand film parlant avec Jannings en Allemagne, à Berlin. Parce qu'en plus, il y avait des accords entre la Paramount et la UFA. Alors, il était question de faire avec Jannings un film sur la vie de Rasputin tourné par Lubitsch. Cela dit, Lubitsch a demandé énormément d'argent pour faire le film et Jannings a demandé encore plus d'argent. Le budget était intenable, donc la UFA la Paramount ont décidé de prendre quelqu'un beaucoup moins cher qui était Sternberg. Mais on ne lui a pas dit que c'était la raison. C'est-à-dire que Jannings a téléphoné, a câblé à Sternberg en disant qu'il voulait absolument que ce soit lui et lui seul qui tourne son film allemand. Sternberg est venu à Berlin et il n'a pas été intéressé. Il dit non, je veux pas faire la vie de Rasputin, j'ai pas envie de faire une histoire que tout le monde connaît. Et Jannings lui propose une adaptation d'un livre de Heinrich Mann, professeur Unrat, qui deviendra l'Ange bleu, en disant mais là il y a une histoire qu'on pourrait le faire. Alors là Sternberg s'est beaucoup intéressé à ce sujet, il a travaillé et il a cherché une actrice.
il fallait, comme c'est l'histoire de la déchéance d'un professeur qui tombe amoureux d'une chanteuse de Beuglan, il voulait une actrice marquante pour faire la chanteuse de Beuglan. Et on lui présente toutes les vedettes de Berlin, aucune ne lui plaît, et puis sur scène, il remarque une actrice qui était obscure, et qui est Marlène, et il a le coup de foudre à double titre d'ailleurs, mais en tout cas il dit c'est elle. Il dit absolument c'est elle. Et en fait, elle était assez connue, elle avait tourné quasiment 17 films déjà à Berlin. Oui, mais vous savez, on en faisait 3 par semaine à peu près. Elle était assez connue et Marlène n'y croyait pas en disant « mais je suis mauvaise, j'étais mauvaise dans des films, vous n'allez pas me donner le rôle principal ». Mais elle a dit une chose très, très intelligente, très maligne, instinctive, en disant « j'ai vu vos films, vous savez diriger les hommes et vous ne savez pas diriger les femmes ». Ouf, il fallait pas en dire autrement. Et elle-même disant en gros, j'ai tourné, mais aucun cinéaste n'a su filmer correctement. Et ça a été une sorte d'explosion irrationnelle, je veux dire, de 2 ambitions conjuguées, c'est-à-dire l'obscure actrice Marlène Dietrich voulant devenir Dietrich, voulant devenir une superstar, et lui ayant l'actrice idéale, ayant cherché l'actrice idéale. Et c'est un accord artistique absolument exceptionnel.